Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que j'ai créé un serveur Discord pour rassembler la communauté dans l'œil du photographe, où on va pouvoir parler photos, des Legos que vous avez retenus de chaque épisode, où vous pourrez montrer vos photos et avoir un retour constructif dessus, poser toutes les questions que vous vous posez sur le métier de photographe, ou même le hobby de photographe, puisque ça n'a pas besoin d'être votre métier pour vous intéresser. Vous pourrez aussi parler avec moi ou mes invités en direct, participer aux sorties photos que je compte bien organiser prochainement, et tout simplement rencontrer la communauté et garder le contact. C'est à l'adresse discord.dlodp.fr. Vous venez de ma part et on vous accueille comme un roi ou comme une reine. discord.dlodp.fr. S'il y a un nom qui revient très souvent dans les requêtes d'invités, c'est bien celui d'Elsa. Et à raison. En plus d'être une photographe lifestyle d'exception, elle a débarqué dans le paysage street francophone en boulet de canon, s'imposant en moins de 3 ans comme une des valeurs montantes du milieu. Rigoureuse, colorée, inventive, pleine d'humour et toujours dans le bon tempo, ces photos sont un magnifique exemple de ce vers quoi on devrait tous tendre au final. Une image, une histoire. Et un petit côté ouais Charlie qui n'est pas pour me déplaire. Dans cet épisode, nous allons parler des effets bénéfiques du confinement que nous sommes finalement nombreux à avoir ressentis, de la place des femmes dans la photo de rue et des difficultés spécifiques qu'elles peuvent rencontrer, de la bonne façon de faire plein de choses très différentes, de la patience et d'évaluer ses chances, et d'un nouvel outil révolutionnaire pour évaluer si une photo est bonne, le poilomètre. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Elsa Le Baratou. Bonjour Elsa. Salut. Enchanté, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour cette proposition. Pour les auditeurs, on inaugure un nouveau matos, donc je ne sais pas comment tout fonctionne, donc j'espère que tout va bien fonctionner, qu'il n'y aura pas de problème technique. Ce serait dommage parce qu'on va avoir une discussion que je pense va être ultra intéressante tous les deux. Elsa, je te laisse démarrer par la question traditionnelle d'ouverture, l'elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur, il y a Steve Jobs qui rentre à côté de toi, qui te regarde de haut en bas, qui te dit « Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ?» Et tu as 3 étages pour lui expliquer tout ça. Qu'est-ce que tu lui dis ? Alors déjà, il me regarde de haut parce que je suis pas très grande. Ah. Mais donc, je suis Elsa Le Baratou, je suis photographe de famille à Paris et je fais en gros des reportages à domicile qu'on appelle dans le jargon des reportages lifestyle. Et depuis 2 ans, bientôt 3, je m'exerce à la street photographie dans les rues de Paris. Moi, je te connais avant tout via la street photographie. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, justement ? Le confinement. Ouais. Le confinement, quand il s'est terminé, je crois que j'ai eu une soif de liberté et donc j'ai beaucoup marché et j'ai emmené mon appareil photo avec moi et voilà, ça a commencé comme ça. D'accord, c'est le démarrage. Finalement, le confinement a eu des effets très bénéfiques pour tous les photographes, en fait, parce que j'en trouve pas un qui me dit que ça a été une réelle catastrophe. Bon, ça a été chiant niveau revenu, mais en réalité, on y a tous trouvé notre compte. Moi aussi, ça a été un bon moment, finalement, créativement. Ouais. J'ai d'ailleurs, pendant le confinement, fait un challenge que je continue encore, qui s'appelle les 100 jours de lumière, qui est initié par la photographe Caro Cuinet et qui invitait les photographes qui s'ennuyaient à faire une photo par jour pendant 100 jours. Et donc que j'ai fait chez moi. Je l'ai fait, donc c'est à partir du 1er avril, pendant 100 jours. Je l'ai fait pendant 2 ans chez moi parce qu'on était à chaque fois confinés 2 ans et donc j'ai pris ma vie de famille en photo. Je venais à l'époque d'avoir un petit bébé en plus, donc ça m'a permis d'avoir des photos un peu sympas tous les jours. Et puis ensuite, quand le confinement s'est terminé, je me suis dit, je vais refaire ce challenge, mais dehors. Et là, c'est la 3e année que je le fais. D'accord. T'as quand même un sacré niveau pour quelqu'un qui fait de la photo de rue depuis à peine 4 ans maintenant, du coup, le confinement. Ouais, j'ai commencé... c'était en 2022, mes premières photos de rue. Donc, j'ai fait donc ça fait 2 ans, 2022, 2023 et D'accord. là, c'est 2024. Ouais. C'est impressionnant, franchement. En peu de temps, finalement, on peut avoir un niveau assez dingue. Je te l'ai dit en préambule de l'enregistrement, tu es un des noms qui revient le plus souvent dans les requêtes d'invités.
J'ai souvent des messages parce que je demande des suggestions. Je suis pas, j'ai pas les yeux partout, et donc je suis toujours avide d'avoir des suggestions d'invités. Effectivement, ton nom revient plus ou moins tout le temps en fait. Alors c'est souvent des filles qui me demandent parce que je pense qu'un point de vue féminin, je sais pas si ça manque réellement dans le podcast. J'ai jamais fait attention spécifiquement, enfin pas depuis longtemps, pas depuis l'épisode avec Amélie qui m'avait justement fait la remarque. Mais je sais pas si il faudrait que je fasse un petit point. Tiens, si peut-être je reçois pas assez de filles en fait dans le podcast. Peut-être de filles street photographes. De street photographe, c'est sûr que j'en ai pas eu tant que ça. Mais en tout cas, tu es un nom qui revient très très souvent, donc je pense que ça va être assez intéressant de discuter et que cet épisode devrait bien marcher. Donc je t'avais dit, je connais avant tout ta street photographie. J'ai découvert réellement, je savais, mais j'y avais jamais été réellement dans le détail. Je savais que tu avais la partie portrait et famille, mais du coup, j'ai pu m'y plonger un petit peu. Du coup, j'ai vu certaines passerelles entre les différentes facettes de ton travail. Et pour la petite histoire, je te connaissais avant cette photo, mais il y a une photo en fait qui fait que j'ai écrit ton nom dans mon carnet en me disant il faut que je l'invite un jour. C'est la photo du sapin. Et c'était assez. Je te laisse raconter si tu veux un petit peu cette image-là et ce qui s'est passé quand tu l'as publiée. Ouais, alors en fait, j'ai un ami que je devais voir un matin qui m'a dit on se retrouve à telle heure, mais d'abord je dois aller déposer mon sapin. Noël est fini. Et je me suis dit, mais c'est tellement ça qu'il faut que j'aille photographier parce que je me suis dit que tout le monde allait jeter son sapin le premier week-end après Noël. Et donc, je lui ai dit, OK, on se retrouve un peu plus tard, mais je vais aller photographier des sapins. Et donc, je me suis amusée en une matinée à faire une série sur les sapins que j'ai publiée peu de temps après et dont une photo qui a fait rire pas mal de gens où une personne se transforme en sapin, entre guillemets. On voit que ses jambes et le reste de son corps est symbolisé par le sapin. Et puis dans les commentaires, j'ai une personne, je ne sais plus qui m'a dit « Ah, mais ça me fait penser aux photos de Julien Pasternak ». Et donc j'ai découvert ton travail par cette occasion. C'était assez rigolo. On m'a envoyé des messages en me disant « Oh là là, tu t'es fait piquer ton idée, elle n'est pas à moi. Cette idée ne m'appartient pas. Je pense que ça a été fait avant moi, ça sera fait après moi. » Et voilà, et du coup, j'ai beaucoup aimé ta photo. J'aurais bien aimé la faire pour être tout à fait transparent. Mais par contre, ouais, tu vois, tu disais dans la semaine qui suit, dans le mois qui suit même, il y a énormément. Ça commence avant en fait le Nouvel An et ça se termine fin janvier, voire début février. Donc on a. Ah oui, après j'ai croisé plein de sapins, mais tellement. T'as une marge. Moi, c'est le premier truc qui a attiré mon regard, c'est ces sacs dorés. Tu sais, sur le chemin de l'école, et toute ma série là-dessus. À part 2 exceptions, toute la série est faite entre chez moi et l'école des enfants. Ce qui est un truc de fou parce qu'en fait, on parle de 300 mètres, 400 mètres à tout péter. Et en fait, sur ces 400 mètres, j'ai construit une série photo entière qui a gagné un prix en plus. Donc, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Mais du coup, voilà, on a les sapins en commun. Et ça m'a fait bien sourire. Et ta photo est très très belle et j'aurais vraiment bien aimé la faire. Donc bravo, elle a vraiment beaucoup de gueule. On va commencer par les 4 questions habituelles du podcast. La première question, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Alors, j'avais réfléchi à cette question parce que je l'entends souvent dans ton podcast et j'avais pas envie de retomber dans les mêmes noms qu'on donne souvent, qui sont des grands de la photo que j'aime beaucoup, Harry Gruyère, Alex Webb, Elliot Erwitt. Et je me suis dit, pourquoi pas un livre de femmes, qui est en plus le premier livre que j'ai découvert quand je me suis mis à la photo. Je l'ai emprunté à la bibliothèque à l'époque et c'est le livre Family Love de Darcy Padilla. Je ne sais pas si tu connais. Je ne la connais pas du tout. C'est une photographe californienne qui, dans son livre, alors je l'ai ramené d'ailleurs, hop, là, qui dans son livre suit une jeune fille de 18 ans qui est séropositive, toxicomane, et qui va la suivre pendant 18 ans. Donc le livre est ultra complet sur la vie de cette jeune fille et c'est à la fois de la photo de famille, donc ça me parle énormément, du reportage, il y a aussi un peu de street, et c'est un livre qui est poignant, émouvant, je te conseille vraiment de le lire, je crois que j'ai même eu les larmes aux yeux à la fin. On suit toute la vie de cette fille jusqu'à sa mort. J'ai spoilé, pardon, elle meurt à un moment. Oui, à la fin tout le monde meurt. Mais c'est marrant parce que tu vois, on ne s'est pas concerté avant
que tu décides de me montrer ce livre-là. Et un des trucs que j'ai noté, donc on va y revenir un petit peu plus loin, c'est quand même le storytelling chez toi, un des traits dominants de ta photographie. Et tu me sors en livre un livre photo qui a une histoire. Ouais. C'est heureux hasard quand même. Ouais, et pourtant, cette photographe ne fait absolument pas les mêmes photos que moi. C'est tout en noir et blanc. C'est pas forcément avec des lignes très droites comme j'aime faire et tout, mais je trouve qu'elle traduit la vie de famille dans la misère, avec une justesse incroyable. Et ouais, c'est très touchant. Donc je te conseille de le lire si tu peux. Écoute, je vais regarder ça, je vais le trouver d'une manière ou d'une autre, que ce soit à la bibliothèque ou que ce soit à la FNAC. Je trouverai ça. Question suivante, c'est quoi être créative ? Être créative. Je te remercie de mettre les questions féminines. Alors, je dirais que c'est peut-être s'autoriser à porter un regard différent sur les choses, oser s'interroger sur ce qui nous entoure et aller au-delà des idées reçues. Et puis, dans le mot créatif, il y a le mot création, donc c'est peut-être faire sortir quelque chose, matérialiser avec ce nouveau regard des œuvres. Alors, ça peut être en peinture, en sculpture, en quoi que ce soit, ou en photo, mais c'est apporter un nouveau regard sur la vie, en fait. D'accord. Ça peut être en tout, en fait. En vrai, oui. Plus le temps passe et plus je réalise qu'en fait, quand tu es créatif partout. C'est possible. Tu crées plein de choses. Là, je crée des portraits en audio, finalement. C'est vrai. Double appel. Hop. Je crée des portraits en audio. Je commence à m'intéresser au dessin avec mon fils qui est un fanatique de ça. Et en fait, tu te rends compte que le monde est un petit peu plus large que la photo quand tu regardes bien ça, non ? Ouais, complètement. Si je te demande ce qui te fait déclencher. Ce qui me fait déclencher, je dirais que c'est vraiment le feeling que j'ai à l'intérieur. C'est peut-être quand je sens que tout s'aligne ou quand je sens que tout va s'aligner. Ouais. Que ce soit en termes de compo, de lignes, de couleurs, de lumière, de mouvement, de passant. Quand je sens que tout va faire c'est ça qui va me faire déclencher. D'accord, donc tu es dans l'anticipation en fait. Ouais, d'accord. Ouais, beaucoup. C'est marrant, tout le monde n'est pas dans ce... Surtout en street, en fait, on ne le voit pas il y a différentes comme ça. façons. Il y a différentes façons, mais tu imagines toujours le street photographe qui court dans tous les sens. Enfin, moi, le premier que j'ai vraiment découvert, c'est Garry Winogrand, que j'ai vu en action dans une vidéo en train de faire de la street photographie. Et c'est vrai que Garry Winogrand, tu le vois presque bondir sur les gens. Je ne sais pas si tu as vu ces vidéos de lui où il est en train de manipuler son appareil. Tu vois les mains qui bougent dans tous les sens. Il regarde à droite, à gauche. Il a l'air dingue. Et tu as l'impression qu'il est hyper actif et qu'il est... Et c'est vrai que inconsciemment, je pense que j'ai toujours associé le street photographe à ça, alors qu'il y a différents types de street photographes, non ? Oui, et je pense que peut-être qu'on doit s'ennuyer si on me regarde faire de la street photographie. Ah ouais ? On va voir. Je suis capable d'attendre des endroits assez longtemps quand je sais que c'est le bon endroit. D'accord. On va y revenir un petit peu plus loin parce que j'ai eu des bonnes surprises en discutant avec toi de tes images, en préparant l'épisode. C'est quoi une bonne photo ? Alors j'ai découvert dans mon ancienne vie, avant de faire de la photo, j'étais monteuse pour le cinéma. Je vais faire une petite discrétion et j'ai découvert à cette époque le poilomètre. Le poilomètre, c'est un concept qui est quand on fait une bande-annonce de cinéma, on est tout seul. On récupère le film, on le regarde pendant des jours et on essaye de sortir une bande-annonce qui tienne la route, qui raconte l'histoire, qui donne envie d'aller voir le film. Et à l'époque, j'avais une boss qui, pour valider nos bandes-annonces, nous faisait rentrer dans son bureau, éteignait la lumière, mettait le son à fond et relevait ses manches. Et si à la fin de la bande-annonce, elle avait les poils relevés sur les bras, c'est que c'était la bonne. Et donc, j'ai un peu la même chose pour une photo. C'est que si la photo m'interpelle ou qu'elle me provoque une émotion, c'est que, OK, c'est ça une bonne photo pour moi. Donc ça implique d'avoir des poils sur les bras. Exactement. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Il suffit d'un. Ouais. C'est heureusement que c'est pas les cheveux, sinon je serais vraiment incapable de définir ce qu'est une bonne photographie. On a 4 grands thèmes dans l'interview. Le premier thème que je voulais aborder, c'est la street photographie en tant que femme. Alors, c'est pour situer un petit peu. Je vois beaucoup de photographes de rue femmes qui s'imposent en ce moment.
Alors, on peut donner en exemple, on pourra en citer que quelques-unes, Laura Legenen, qui est absolument partout en ce moment, ou Delphine, Midday in Paris, qui est pareil, a eu un gros coup de boost. Toi aussi, tu as eu j'ai pas envie de dire plein d'expositions, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit moment que tu es dans le paysage quand même, mais d'une manière générale, j'ai quand même l'impression de voir des comptes féminins se développer en ce moment. J'arrive pas encore à définir si c'est moi qui les voyais moins avant, ou si c'est effectivement un développement récent. Est-ce que toi, tu as une vision spécifique de ça, ou... Alors, vu que je suis assez novice dans la street photographie, je ne sais pas trop ce que c'était avant. Mais j'ai l'impression d'arriver aussi au moment où la street photographie se démocratise, Ouais. que ce soit par Street Photo France qui est devenu Spot, ou par un collectif qu'on a créé de femmes qui s'appelle Street is a Woman, pour justement mettre en avant les images de femmes. J'ai l'impression d'arriver en tout cas au bon moment où c'est chouette de partager les images des autres et d'en parler et de se rencontrer, et voilà. D'accord, donc c'est pas que les filles, en fait, ça se développe d'une manière générale, et du coup, Ouais, il y a plus de filles qui viennent, parce que j'ai regardé, hein, j'ai regardé pourquoi, parce qu'en fait, Laura Legenen, la première fois que je l'ai vue passer quelque part, j'avais été choqué par le peu de followers qu'elle avait à l'époque. Ça a beaucoup augmenté depuis, mais je crois qu'à l'époque, elle devait avoir 300 followers. Et du coup, je me suis posé cette question, je me suis dit, mais où est-ce que vous en êtes toutes par rapport aux garçons qui sont les gros de la catégorie, qui sont entre 7 et 15 000 abonnés, voire plus pour certains. Et les noms que j'ai cités, dont toi, finalement, vous avez quand même sensiblement moins de gens qui vous suivent. Ce qui me fait penser, parce que en fait, pourquoi je pose la question, historiquement en photo, on a eu quand même pas mal d'exemples de femmes qui avaient énormément de talent, qui ont été éclipsées par les hommes. Tu peux donner un exemple, Martine Franck, je suis pas sûr que c'était la plus malheureuse du lot, mais elle a quand même été pas mal éclipsée par Cartier-Bresson. Il faut vivre dans l'ombre de Cartier-Bresson aussi, je pense que n'importe qui aurait eu du mal, mais si tu prends l'exemple le plus injuste, je pense que c'est Gerda Taro, qui était la compagne de Robert Capa, dont on soupçonne que Capa a peut-être récupéré quelques-unes de ses photos pour les mettre sous son nom. Voilà. Combien de femmes ont vécu ça pour une Viviane Mayer? Et encore, on peut parler, Viviane Mayer, de qui profite de son travail en réalité. Mais voilà, comment est-ce que tu vois, toi, l'équilibre actuel, et qui pour moi est pas vraiment équilibré, et comment est-ce qu'on rétablit un équilibre? Comment rétablir un équilibre? On est en train de se poser la question. Par contre, moi, il y a 3 femmes street photographes, en tout cas françaises, qui sont un peu plus connues que les noms que tu as donnés, qui sont Latifeh Baudet, Valérie Six-Louis et Anna Biret. Que je connais pas. Je t'invite à regarder leur je vais travail. regarder. Je t'avoue que je ne sais pas du tout le nombre de followers qu'elles ont, mais je pense qu'elles sont plus connues que nous, et elles ont déjà gagné pas mal de prix dans des concours internationaux. Donc voilà, mais en effet, je sais donner que 3 noms assez connus de street. Moi, j'ai pas la science infuse, hein, je connais pas tout le monde. Voilà, il y a plein de gens que je découvre, donc bien sûr. Je peux me tromper. Ne me tapez pas si je me suis trompé, qu'effectivement il y a des street photographes femmes qui sont hyper connues et qui ont plus de followers que les autres. Mais dans l'absolu, tu as raison. Il y en a que 3 que je saurais donner qui sont vraiment plus connus, comparé à un nombre assez conséquent d'hommes. Ouais, dans le domaine. Donc du coup, voilà, comment est-ce qu'on fait cet équilibre? On fait des collectifs, on essaie de se mettre en avant. Exactement. On essaye... Eh bien, c'est Ella Kowalska qui a lancé le collectif Street is a Woman il y a quelques mois, je crois 6 mois, justement pour mettre plus en avant les femmes dans la street photographie, parce qu'on se rendait compte que déjà on ne se connaissait pas. Je crois que c'est parti d'une story où on devait donner le nom de 10 femmes street photographes qu'on admirait, et on a toutes galéré à trouver 10 noms, en fait. D'accord, donc c'est pas possible, quoi. C'est pas que moi, donc c'est un vrai problème. Mais complètement. Et pourtant, là, on pouvait en citer des étrangères, mais il n'empêche que c'était très compliqué. Et donc, le collectif est né comme ça, et c'est vrai que là, je crois qu'on est à peu près 200 dessus, françaises. D'accord. Donc après, avec des niveaux différents, mais je trouve ça hyper chouette. On s'entraide, on découvre le travail de chacune, et puis on a une page Instagram sur laquelle on va se donner des thèmes et essayer de partager les images de pas mal d'entre nous. D'accord.
Donc la Donc c'est solidarité, ça, se mettre en avant. la solidarité aide aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu considères qu'il y a une vision féminine de la rue? Sachant que j'ai une opinion très tranchée, je pourrais te la donner après. Mais est-ce que tu vois une différence dans la façon dont toi tu peux voir les choses par rapport aux hommes? Je sais pas, tu sais, le concept de chasseur et pêcheur, est-ce que Ouais. les femmes sont plus pêcheuses que les hommes chasseurs? Peut-être, et en même temps, j'ai plein d'exemples justement dans le collectif où j'ai des femmes très, très chasseuses et on n'a pas du tout la même vision de la street. En tout cas, on n'a pas le même rapport à la rue, de toute manière, parce qu'on n'y a pas vécu les mêmes choses. Ne serait-ce que dans le regard qu'on peut affronter des autres, dans l'attitude qu'on prend. Comme je te disais, je suis pas très grande et je pense que ça fait aussi un autre rapport qu'une personne qui peut être mastoc dans la rue. Est-ce que les photos que je fais ne seraient pas possibles de la part d'un homme? Je sais pas. Je pense qu'il y a plein d'hommes avec une sensibilité comparable à la mienne. C'est pas, t'as pas l'impression d'avoir un regard différent, justement, par rapport à ça? Peut-être, mais en même temps, je ne sais pas complètement ce que c'est un regard d'homme, vu que Non, mais en fait, moi, pour te dire, mon opinion là-dessus, c'est que les filles ont une vision plus claire du monde que les garçons parce que vous le subissez davantage. On peut, nous, avancer sans agression dans le monde assez longtemps. Une fille à 13 ans, elle commence à se faire draguer. Un garçon à 13 ans, il se fait pas draguer, il doit y aller, plus ou moins adroitement. Mais en fait, comme vous, ça vous arrive plus souvent, bah, du coup, vous avez une vision plus claire des choses. Vous savez ce qui se fait, ce qui se fait pas, que nous, on sait pas, parce qu'en fait, non seulement on y va comme ça, on n'a pas vraiment de retour, on n'a pas vraiment, on n'a pas à le subir en réalité. Le fait de subir les choses t'aide à voir ce que tu peux et ce que tu ne peux pas faire beaucoup plus facilement que d'être celui qui les fait. Et du coup, bah, tu vois, on dit les filles sont plus mûres plus vite que les garçons. Je reste persuadé que le fond de ça, de cette maturité plus rapide, c'est justement que, oui, on vous impose à un moment des choses que nous, on n'a pas à subir, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, complètement. Non, non, mais tu as raison. C'est des questions aussi que je ne me suis pas forcément toujours posées, mais dans le fond, tu as complètement raison. Moi, je me la suis posé cette question, justement, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a une possibilité que vous ayez une vision différente, les filles des garçons, parce que, justement, j'ai pas envie de dire vous comprenez mieux le monde, mais vous l'avez plus vécu, en fait, toutes collectivement, je pense. Oui. Et puis, il y a en effet certains quartiers qu'on s'autorise pas, ou qu'on a testé et dans lesquels on remet plus les pieds parce que clairement, on sait qu'on n'est pas les bienvenus, pas de la bonne manière. Justement, c'était la question suivante, c'était le côté physique de la street photographie. Encore une fois, moi, je pèse 100 kilos. Donc, en général, on m'embête pas, et quand on m'embête, c'est plutôt gentiment. Enfin, en tout cas, c'est mesuré. J'ai jamais des gros énervements. J'ai un ton un peu agressif, mais quand même pas violent, tu vois. Enfin, c'est quand même assez rare. Mais j'organise des sorties street pour la FFPMI. Il y a beaucoup de filles qui viennent, il y a beaucoup de femmes qui viennent. Et souvent, elles ont besoin d'être rassurées sur ce point. C'est pas des habitués de la street photographie. Donc, le premier truc, la première crainte que moi je vois, c'est d'être prise à partie, en fait. Au point que je suis obligé de dire, si ça chauffe, je suis là. Mais c'est, je trouve ça perturbant, en fait, d'avoir cette crainte. Et comment ça se passe? Toi, tu l'as dit, t'es pas très grande. T'as des endroits où tu vas éviter d'aller. Comment ça se passe pour toi dans la rue avec ton appareil? Est-ce que... Alors, dans l'absolu, ça m'est quand même très rarement arrivé et c'est peut-être de par la posture que j'adopte quand je suis dans la rue. Dans la rue, alors j'ai un petit appareil photo, j'ai le X100V, Ouais. qui est très petit, On a le même. qui passe un peu partout et qui, je pense, me fait un peu confondre avec les touristes. Ouais. Je fais beaucoup de mes photos dans le 18e arrondissement dans lequel j'habite. Il y a pas mal de touristes à cet endroit-là et je me cache pas pour faire les photos et j'assume ma position dans la rue. Donc plus on assume la position dans laquelle on est, moins les gens se posent des questions sur nous. Et quand bien même, quand il y en a qui viennent me poser des questions, je réponds avec grand plaisir sur ce que je suis en train de faire.
Je vais même des fois, quand je sais que j'ai fait une photo qui est très chouette, je vais même voir la personne que j'ai photographiée pour prendre ses coordonnées et lui envoyer pour que la photo continue de vivre chez elle. Donc, je pense que quand on s'impose dans la rue et qu'on sait qu'on est là pour faire des photos, qu'on garde le sourire aussi, enfin qu'on montre qu'on n'est pas là pour choper dans le dos des gens des photos et que c'est en toute bienveillance, ça se passe bien. Après, en effet, j'ai pu avoir soit des quartiers où on me draguait, on me demandait de les prendre en photo, enfin, je sentais qu'en tout cas, je pouvais pas faire des photos comme je le souhaitais. C'est clairement des quartiers dans lesquels je vais pas retourner. Alors ça, je pense que ça aurait été un homme, ça aurait été la même chose, mais j'ai eu une seule altercation une fois où je prenais des hommes qui nettoyaient après un marché. Et ils étaient en énorme combinaison blanche des pieds à la tête avec un jet d'eau qui faisait plein d'étincelles et d'eau partout, et ça faisait un truc un peu surnaturel qui me semblait intéressant, et pour le coup ils ont très mal pris que je les prenne en photo alors que personne n'était identifiable ou quoi que ce soit, donc bon, ils n'étaient pas contents que je leur ai pas posé la question avant, et ça je suis partie, mais je pense pas que ce soit du fait de mon genre. J'avais abordé la question sous l'aspect un peu de la possible violence, mais c'est vrai que tu as aussi ce magnifique aspect de la caméra stoppe les inhibitions et te rend tellement normal qu'en fait c'est beaucoup plus facile de venir te parler et du coup de venir te draguer, quoi. Et t'as aussi ce truc-là. Effectivement, je le vois toujours du côté violence parce que c'est le seul côté que j'ai pu expérimenter, dans le sens où un petit coup de pression pour que tu fasses pas la photo ou quoi. J'avais même pas envisagé que les gens pouvaient venir te perturber et t'empêcher de faire ce que tu voulais, juste de cette manière-là, en fait. Ouais, surtout que moi, je peux rester, comme je te disais, des fois longtemps à des endroits ou tourner dans plusieurs rues parce que je sais qu'il y a des trucs intéressants qui peuvent se passer, et quand certains mecs voient que je reste au même endroit, ils vont venir me parler alors que j'ai pas forcément envie de leur parler. En fait, on t'interdit de disparaître alors que c'est juste ce que tu recherches, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand même énorme. Ok. Question suivante, enfin grand domaine suivant. On va parler de tes traits dominants, des traits dominants de ta photographie. J'en ai noté 5, on va en voir 4 maintenant et un dernier un petit peu plus bas. Les 4 dont on va parler maintenant, c'est le graphisme, c'est les couleurs vives, c'est les reflets, et surtout c'est l'humour et le bon tempo en fait dans lequel tu fais tes photos. C'est souvent cumulé pour un effet maximum, avec un vrai œil en fait pour les arrière-plans. Donc j'ai 2 photos en exemple. La première, c'est une dame en boubou africain avec, en fait, elle a un motif. T'as appelé ça, c'est un nom de parquet. Point de Hongrie. Un motif en point de Hongrie, exactement. Je suis en plein chantier. Je devrais le savoir, mais ça veut pas rentrer. Preuve que je déteste les travaux. Un motif en point de Hongrie qui est jaune et rouge sur une façade qui est derrière elle, qui est rouge, avec juste à côté une boîte aux lettres jaune, une entrée de métro verte et une porte bleue. Donc tu as toutes les couleurs qui sont dans la même photo. Tu en as qui se répondent magnifiquement. Le deuxième exemple de photo que j'ai, c'est celle Médecins du Monde, où le monsieur passe, il y a une espèce de graffiti stationnement interdit en rouge, et lui il passe avec son pull au rouge, pile au bon endroit, la tête au bon endroit, ça fait une ombre, elle est parfaite cette photo. Et j'ai noté, tu as parfois des coïncidences qui ne peuvent absolument pas en être. Et la question, c'est en fait comment est-ce que tu vois et tu construis ces situations. C'est quoi la part du hasard par rapport à la part de la réflexion dans la construction de cette photo? Parce que c'est dur de croire qu'une situation pareille arrive devant toi comme ça, quoi. Enfin, c'est magique si c'est le cas, mais si, en vrai, il y en a plein. C'est juste qu'on n'y porte pas attention, mais il y en a plein dans la vie, justement, des rencontres heureuses comme ça. Et ma fille, d'ailleurs, qui commence à s'intéresser beaucoup à mes photos, souvent m'arrête dans la rue en me disant « Regarde, là, tu pourrais prendre, il y a ça devant ça, une femme en rouge devant une porte rouge. » Elle a 10 ans. Elle a 10 ans, c'est bon âge. Et donc, en fait, ce genre de choses, ce genre de coïncidence existe absolument partout, tout le temps. À qui sait y prêter attention, en vrai. D'accord.
Je sais que la question m'est souvent posée, de: «Est-ce que je mets en scène ou quoi que ce soit?» mais non. Alors, C'est vraiment des j'ai personnes pas que je dit, ne j'ai connais pas pas. dit mise en scène parce que Non, mais je je préfère n'y crois redire pas ça une parce que je seconde. sais qu'on me pose la question souvent, Mais donc par exemple, la dame en boubou, je ne peux pas imaginer, moi dans mon esprit, et tu m'as dit le contraire tout à l'heure, et je suis sur le cul que ça soit arrivé comme ça, dans mon esprit, tu savais que la façade rouge était un peu plus loin, et tu l'avais suivie, et tu t'étais mise dans la position pour la voir au moment où elle... Parce que ce que moi je fais quand je vois ça quelqu'un peut comme être, ça... en effet, des fois, ça peut être, le genre de choses que je fais. Mm. Je repère, dans une rue, plusieurs façades qui peuvent être intéressantes et en fonction des personnes que je croise, je vais me repositionner, pour que ça marche. Mais là, c'est vraiment ce décor qui m'a arrêtée. Au début, j'ai été arrêtée par, le la boîte aux lettres jaune. Dessus, il y avait, une brique de jus de fruits qui était posée dessus, bleue, je me rappelle. Et je me dis: «Oh là là, ça fait des couleurs». Je vois derrière le magasin qui est rouge et je commence à me rendre compte qu'il y a plein de couleurs autour de moi. Donc je me recule de plus en plus pour contextualiser encore plus cette scène en me disant: «OK, il se passe un truc, qu'est-ce que je vais raconter avec tout ça?» Et je crois que c'était un samedi ou un dimanche, donc en plus, il y avait plein de gens qui passaient et je me dis: «Bah, ouais, il va y avoir une personne qui va coïncider avec tout ça». Et en attendant, je crois que j'ai attendu 5 minutes. J'ai eu quelques personnes qui passaient en rouge, en jaune, mais c'était pas exceptionnel. Et puis, cette dame est arrivée, je l'ai remarquée du coin de l'œil, à gauche. Et voilà, pour moi, je savais que voilà, il Elle fallait est cliquer. parfaite, là tu passes en mode rafale pour être sûr d'avoir le bon pas, et puis c'est bon quoi. Oui, voilà, j'ai fait une petite rafale et Mais ouais. elle est extraordinaire, mais c'est franchement, enfin, tu l'aurais fait exprès, elle aurait pas pu être mieux. Mais c'est marrant ce que tu viens de dire parce qu'en fait, on se rend compte que c'est vrai. En fait, moi, quand je trouve un décor comme ça et que je m'installe, c'est assez surprenant la quantité de gens qui peuvent passer sur une période très réduite, en fait. Complètement, complètement. Et si parfois je trouve un décor et que, personne ne passe, ben, je reste pas. Enfin voilà, Ouais. j'essaye de m'imaginer quelles seraient les possibilités de personnes qui pourraient fonctionner devant ce décor. Et si c'est, une girafe à 3 têtes, je vais pas rester tant Mais en qu'elle fait, passe. concrètement, c'est Enfin, de la statistique. En fait, c'est de te dire, j'ai un petit peu. 20% de chance que Mmh. la dame habillée en rouge et jaune, qui correspond parfaitement aux couleurs, passe. Donc, ces 20% de chance, je vais les tenter. Et puis, tu as des fois où tu vois qu'il n'y a personne et que tu sais que tu as 1% de chance que ça marche et tu laisses tomber directement, quoi. Exactement. Mais je suis très cartésienne. J'avais fait des études, plutôt mathématiques. Et quand j'ai dit à mes parents que je voulais me lancer plutôt dans le cinéma, ils avaient du mal à comprendre comment je pouvais être créative Mm. et à la fois aussi, cartésienne dans ma tête. Et je pense que maintenant, en fait, ça se ressent un peu dans mes photos, le fait, autant dans les dans les statistiques que dans mes lignes droites. La vie n'est qu'une succession de statistiques quand tu regardes bien. Ouais, C'est toujours un ratio risque-récompense qui fait que tu vas dans une certaine, dans une certaine direction. Je l'ai dit, j'ai un peu joué au poker quand j'étais plus jeune, pas assez pour redevenir pro, mais suffisamment pour comprendre le fonctionnement de ce jeu. Et j'ai toujours appliqué depuis cette question de le risque et la récompense et la probabilité que ça arrive. Enfin, à l'époque où je jouais, j'avais une connaissance de mes parents qui avait eu un accident en traversant une rue. En fait, c'était quelqu'un qui traversait toujours sans regarder. Et il a fini par se faire renverser, par mourir. Et je m'étais dit, mais en fait, statistiquement, ce type-là avait 100 fois plus de chances qu'un autre de mourir de cette manière-là, parce qu'il faisait mmh. ça tout le temps. En fait, il devait traverser, il regardait pas si le feu était rouge, pas rouge, si une voiture arrivait, ces trucs, et je l'avais vu faire plusieurs fois. Statistiquement, c'était quasi inévitable que ça finisse par lui arriver. Ça lui arrivait tard dans sa vie, mais ça lui arrivait quand même. Et tu te dis ça, en fait, de tout. En réalité, c'est applicable à tout. C'est applicable à la photo. Si tu attends suffisamment longtemps devant un beau cadre et qu'il y a 20 ou 30 ou 40 personnes qui passent en 10 minutes devant toi, tu as quand même vachement de chance, c'est vrai, que ça t'arrive. Complètement. C'est non, mais c'est important de le remettre en perspective parce que moi, je les ai vus, ces images. Vraiment, je me suis dit, t'es passé devant, t'as vu les couleurs, même la médecin du monde, enfin, la probabilité que le type passe avec la bonne couleur de pull, qu'il arrive au bon endroit, que sa tête se lisse exactement à la bonne hauteur pour être hyper bien détouré dans le rond. Enfin, quand tu réfléchis pas trop, tu te dis c'est quasi impossible. Quand tu réfléchis bien, la réalité, toi, tu m'as dit, t'attendais une casquette rouge. Ouais, alors, pour celle-là, oui, je me disais que ce qui pourrait fonctionner, c'était une casquette rouge pour que la visière fasse la continuité de la ligne rouge, Ouais. au centre du cercle. Mais j'ai pas vu de casquette rouge. Et toujours ce que je fais
en attendant que la personne arrive, je clique quelquefois quand les autres arrivent pour savoir si, en tout cas, ça peut marcher dans le cadre ou si j'attends un truc qui est infaisable. Et des fois, justement, je suis pas assez grande pour que ça rende quelque chose ou je suis pas assez loin, j'ai pas assez de recul dans les rues parisiennes. Oui, tu te rends compte qu'en fait, tu pourras jamais avoir la tête bien placée Oui, voilà. dans le truc. Ouais. Donc des fois, là, pour le coup, je pars, même si le décor est joli et que je ne peux rien en faire. Mais c'est important de savoir quand lâcher prise, en fait. C'est peut-être le plus important. C'est quand est-ce qu'on s'accroche, quand est-ce qu'on arrête. Ouais, des fois, ce qui me fait lâcher prise, c'est une voiture qui vient se garer juste devant mon décor. Ça, c'est Bon, bah, ok. un grand classique de Paris, malgré tous les efforts de Madame Hidalgo pour supprimer les voitures. On en est très, très, très loin. Mais non, mais c'est intéressant de comprendre ça, en fait, de tes images. C'est vrai que c'est pas... quand on les voit la première fois, et en plus, tu en as un volume assez incroyable de ce niveau-là. J'en ai cité 2, mais j'aurais pu en citer tranquillement 15 ou 20 dans la même veine. Mais effectivement, ça démystifie un petit peu le côté ultra complexe d'obtenir ce genre de photos, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même faisable. Et j'aime bien cette explication. Effectivement, c'est vrai que si tu réfléchis 2 secondes, effectivement, plus il y a de gens qui passent et plus tu as de chances d'avoir la bonne personne, en fait. Oui. Après, il y a les gens qui passent en groupe, il y a les gens qui ont des sacs à dos Quechua qui te niquent toute la photo. Il y a la nana parfaite qui passe et puis quelqu'un qui passe juste devant elle à ce moment-là et qui te pourrit ta photo. Effectivement, j'ai des exemples comme ça et c'est plus souvent que la bonne photo qui marche. Mais non, mais bravo, franchement, elles sont... les 2 que j'ai citées, elles sont absolument démentes, quoi. Après, c'est aussi une histoire de tri et de montrer que les photos qui sont chouettes. Ouais. Oui, parce que statistiquement aussi, tu as 99% il y en a plein que je rate, bien sûr. Ouais, non, mais c'est de continuer à essayer. Il y avait un 5e point à tes images, mais on va y revenir un petit peu plus loin, mais je vais quand même le citer ici, c'est qu'il y a toujours une histoire dans tes images. Sans arrêt. Il n'y a jamais une image qui ne raconte pas quelque chose, que ce soit les chiens qui sont en train de se battre, que ce soit, quelle que soit la photo, il y a toujours quelque chose à comprendre, il y a toujours une forme de message, il y a toujours... Enfin, c'est pas... Tu vois, il n'y a pas longtemps, si on est face à un public qui doit connaître Samuel Lintaro, donc Samuel L. Street Life sur YouTube. J'ai vu passer une vidéo, j'ai pas vu la vidéo, mais le titre me parle suffisamment pour que je pense qu'il n'a pas forcément tort. Aujourd'hui, on a une surabondance de la technique en photo. Tout le monde est super bon techniquement, tout le monde fait des trucs hyper chiadés. Et en fait, on raconte plus trop d'histoires en réalité. C'est-à-dire qu'on fait des photos techniquement hyper impressionnantes. J'avais eu cette réflexion il n'y a pas longtemps en mariage, où tu sais, des fois, t'as un truc qui se passe dans le mariage et toi, tu te places et tu fais ta photo. Elle est ultra calée. Tout est nickel. C'est parfait techniquement. C'est impeccable. Tout le monde est au bon endroit. Et ça marche. Et puis, en te levant, tu refais une photo vite fait comme ça. Et en fait, la photo que ton couple il va garder à la fin, c'est pas celle sur laquelle tu as travaillé comme un dingue pour faire ton truc hyper chiadé. C'est l'autre, parce que l'autre, elle est pleine d'émotions. Parce que tu es plus près, tu as moins fait gaffe. Juste, il s'est passé un truc sympa à ce moment-là. Il y a une tête qui dépasse, il y a un bras, il y a un truc. Mais la photo, elle marche mieux parce qu'elle est pleine d'émotions. Et on oublie un peu trop souvent, facilement, qu'avant la technique, la photo, c'est une histoire, non? Je sais pas. Tu réponds à ta question tout seul. Mais oui, je suis complètement d'accord. Surtout qu'en technique, je ne suis pas la plus douée. Je ne saurais pas te dire quels sont les meilleurs modèles pour faire telle ou telle chose. Et en effet, quand je sélectionne mes photos, je vais vite ne pas sélectionner celles qui ne me racontent rien. Ouais. J'ai une amie d'ailleurs qui m'a dit: ce que j'aime dans tes photos, c'est que je joue à chaque fois à Où est Charlie. C'est-à-dire que je sais qu'il y a une première lecture, puis en fait, il va y en avoir une autre pour savoir pourquoi tu l'as gardée et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Et j'ai pris ça vraiment comme un compliment, parce qu'en effet, c'est quelque chose que j'aime, que mes photos, au-delà de lignes et de composition, racontent une histoire, une petite scénette. Parce que les lignes et la composition, c'est la partie facile, mais tout le reste derrière. Et comment est-ce que parce que du coup, tu as un gros volume de photos à trier, qu'est-ce qui fait que tu vas t'arrêter plutôt sur une photo qu'une autre?
Qu'est-ce que tu Le vois? poilomètre. Le poilomètre toujours? Oui, oui, oui. Et puis alors, en plus, là, vu que je suis toujours dans le challenge de faire une photo par jour pendant 100 jours, en ce moment, hein, c'est juste un challenge personnel pour essayer de m'améliorer. Faut que je choisisse vite. Donc oui, je vais essayer d'avoir ma photo. Alors, je peux en garder 2-3 qui sont pas mal dans mon ordi, mais sinon, je vais pas stocker. J'aime pas du tout stocker mes photos qui sont moyennes, donc je les Ouais, vire très vite. d'accord. Et, et ouais, c'est vraiment ce qui raconte quelque chose. Et Alors, est-ce que le truc, c'est peut-être de pas trop réfléchir, du coup? ouais, clairement, clairement. Souvent, d'ailleurs, je regarde mes photos, je vais faire 2-3 trucs, puis je regarde l'ordi une deuxième fois, je fais ah, elle parle pas, ou ouais, ok, elle marche. C'est quand tu fais souvent quand tu regardes des photos, c'est du coin de l'œil, tu te rends compte qu'elles marchent pas aussi Ouais. bien que ce que tu crois, ou qu'au contraire, elles marchent vachement mieux que ce que tu crois. Mm. C'est Olivier Laban-Mattei qui m'avait dit, je lui avais dit comment est-ce que tu sais que ta photo fonctionne, et il m'avait dit je les regarde en petit. Tu regardes la grille Instagram, et si elle marche en petit, elle marche en grand. Et c'est vrai, c'est assez impressionnant. C'est souvent quand tu les regardes sans faire attention et que ça attire quand même ton œil, finalement. Mais du coup, Alors oui et non, parce que les photos qui marchent sur Instagram sont quand même des photos qui sont hyper directes. Alors ça marche avec les miennes, mais par exemple, c'était Morgan Le Tourneur que tu avais ouais, ouais. interviewé, qui lui fait des photos qui sont incroyables, mais je pense qu'elle se prête mieux à des expos photos, à du Mm. papier et tout pour être appréciée qu'Instagram. Mm. Donc Alors, c'est pas en dans le effet, sens, c'est pas dans le sens populaire sur Instagram que je le disais. C'est vraiment dans le sens, est-ce que tu arrives en à lire termes la de photo visibilité, en ouais, ouais, ouais. miniature? Les deux photos dont je t'ai parlé là à l'instant, je les ai, donc je les ai, j'ai ma préparation, j'ai un logiciel qui s'appelle Freeform, qui est une espèce de tableau blanc dans lequel tu mets des flèches dans tous les sens pour construire ton truc. Et du coup, je peux capturer les photos en capture d'écran et les mettre dedans. Et en fait, quand je fais ça, je les mets en petit. Et c'est comme ça que je sais en fait que j'ai les bonnes photos, c'est parce que elles sont toutes petites, mais elles sont encore ultra lisibles. Et je peux, enfin, toute la description que je t'ai faite de ta photo tout à l'heure, c'est sur une photo minuscule en réalité. D'accord. Et c'est aussi une manière pour moi de m'assurer que j'ai bien choisi les bonnes et que c'est pour ça qu'elles fonctionnent. Elles fonctionnent, mais à merveille, même en tout petit. Le seul truc que je vois pas dans ce que tu m'as dit, c'est la petite brique qui est posée sur la boîte aux lettres. Oui, ben, ça, elle Voilà. était plus importante. Mais non, mais je veux dire, tu vois, c'est quand même de se rendre compte aussi que tous tes éléments, ils sont quand même en place et ils sont bien séparés les uns des autres et que ta photo marche et elle marche, mais magnifiquement, même comme ça. Mais j'aime bien ton idée. J'aime bien le poilomètre de toute façon. Je trouve que c'est un bon exemple. Mais en fait, oui, quelque part, ce que je retiens, c'est que finalement, si tu surréfléchis trop, tu fais pas forcément les bons choix, quoi. Ouais, complètement. Et tu as raison aussi sur le fait de la miniature. Moi, c'est souvent quand j'importe ma photo sur mon téléphone, je vais me rendre compte d'une erreur en étalo. Ouais. Et donc, je vais repasser en me disant, mais là, c'est crayon, ça ne va pas du tout, je ne voyais pas sur mon ordi. C'est vrai que le fait de voir sur un autre format, on a une autre lecture de la photo. Alors justement, sur les couleurs, je me posais une question toute bête qui est que bah, tes couleurs sont très très vives. Est-ce qu'elles sont aussi vives dans la vraie vie ou est-ce qu'elles sont, est-ce que tu travailles ça pour justement qu'elles soient plus pétantes? Alors, je sais que je les travaille pour qu'elles pètent, mais je les vois comme ça aussi. Clairement, c'est celles qui m'interpellent. Donc, bon, après, je pourrais comparer au RAW, mais les RAW, c'est toujours très terne. Donc. Ouais, Mais je sais que j'aime bien les aider un peu en salle. d'accord. Ouais, oui, en fait, de toute façon, tu es obligé de mettre un coup de booster au quoi qu'il arrive. Oui, c'est Mais ça. il faut que ce soit vif pour attirer ton œil dans la rue d'une manière générale. C'est ça. D'accord. Avant de revenir sur le storytelling, on va parler de concilier deux activités photographiques très très différentes, puisque tu as ton activité de portrait famille et portrait artisan d'un côté, qui est ton travail, qui est la manière dont tu gagnes ta vie, et tu as la street photographie de l'autre côté. Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. La première étant que moi j'ai trouvé des constantes. En fait, c'est qu'est-ce qui nourrit d'un genre à l'autre, en fait, les photos. Donc, j'ai trouvé que, par exemple, tu avais beaucoup d'utilisation des reflets dans les deux domaines. Tu avais une utilisation toujours intelligente de la couleur, même si c'est pas la même en portrait qu'en street photographie. C'est-à-dire qu'en street photographie, ça va être très vif. En portrait, en famille, ça va être beaucoup plus subtil, beaucoup plus doux. Mais il y a quand même, pour moi, une recherche de couleurs dans le sens où il y a toujours des couleurs complémentaires. C'est juste que
Bah, c'est ce qu'on attend d'une photo de famille, en fait. C'est doux, en fait. C'est plus discret. Tu as toujours le graphisme au cordeau. Ça, je pense que c'est une de tes marques de fabrique. C'est qu'il y a toutes les lignes qui vont là où elles doivent aller et pas ailleurs. Voilà. Est-ce que tu vois, toi, des constantes? Est-ce que tu vois des choses qui passent bien d'un genre à l'autre? Est-ce que la street nourrit le portrait, la famille? Est-ce que la famille nourrit la street? Comment tu vois ça, toi? T'as raison sur plein de points. En effet, j'ai pas le même traitement sur les deux, mais c'est en effet justifié pour les photos de famille sont des commandes et je sais que ce style-là plaît beaucoup aux familles que je rencontre. Si ce n'est que j'ai quand même une ligne qui est de pas dénaturer la peau des personnes et je vais quand même garder un peu de touche de couleur, mais ce sera toujours plus doux pour que ce soit plus apaisant à regarder. Pour ce qui est de la street, vu que c'est pas une commande et que c'est des photos pour moi, clairement je m'éclate. Ouais, je vois ça. Laquelle influence l'autre, je sais pas. Je pense qu'au départ, j'étais influencée par mes photos de famille pour faire de la street. Et puis là, de plus en plus, vu que je prends de plus en plus de plaisir à faire de la street, je pense que ça commence aussi à influencer mes photos de famille. Je crois que j'élargis de plus en plus mes plans en famille. Je contextualise de plus en plus. J'aime bien... alors, un truc d'ailleurs que je maîtrise pas encore énormément en street, mais j'adore mettre de plus en plus de layers en photo de famille avec des parents en premier plan, des enfants en deuxième. C'est plus simple, ils sont là dans ils sont là dans mon cadre, donc ouais. Mais ouais, je pense que les deux s'influencent l'une et l'autre. Après, la part de travail et la liste de choses à faire dans ma journée pour concilier les deux activités, c'est un autre sujet. On va y revenir un peu. Mais juste ce que tu viens de dire, c'est vrai, j'avais pas compris ça tout de suite. Dans ce que tu viens de dire, ça me l'a fait comprendre. C'est vrai que la vraie différence entre les deux, c'est que dans la street photographie, effectivement, le regard il tourne. Et il y a un côté un petit peu foufou à chercher les détails, les trucs, le point coloré, le machin, le truc, le bidule, qu'il n'y a pas forcément dans ta photo de famille, qui est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme, parce que c'est pas son rôle de surstimuler, surtout quand tu la montres à des enfants, la photo après, et qui sont en train de chercher, tourner en rond, ils sortent de là déchaînés. Et c'est intéressant la manière dont tu l'as dit, en fait. Merci. Oui, complètement. Après, je sais que dans les galeries que je vais livrer à mes clients, il va y avoir des photos qui sont plus des photos qui répondent à leur attente, et il y aura des photos vachement plus créatives qui sont moi qui vais m'amuser avec mon appareil photo et leur proposer différents plans, des reflets, comme tu l'as dit. J'aime beaucoup les reflets, ça c'est un truc que je faisais déjà énormément en photo de famille et que j'essaie de plus en plus de faire en street. Donc, la photo de famille, je vais allier autant des photos qui, je sais, répondent à leurs attentes que des photos créatives. C'est pas le même appareil qu'en street, non? Non, pas du tout. Je suis en Sony A7R3. C'est radicalement différent. Pour la photo de famille. Et donc, je commençais la street avec ça, d'ailleurs, au départ. Et c'était vraiment énorme. Et en discutant avec Omar Omaropoulos, que tu as déjà interviewé, il m'a dit mais c'est pas possible, et il m'a vendu son petit Fuji X100V, donc je le remercie. Il a été s'acheter un Leica direct. Exactement. mais moi ça a changé ma façon de faire de la street, c'était vraiment très très imposant. Et déjà d'avoir un appareil en permanence dans la poche, dans la main, autour du cou, ça change beaucoup de choses, non? Parce que ça, je n'avais pas tout le temps la main. Bah si, mais j'avais mal au poignet. Voilà, il vaut mieux un petit Fuji. Toujours dans la thématique de concilier deux activités photographiques très différentes, et c'est une problématique que moi je connais bien aussi. Moi je me suis toujours considéré comme photographe tout court. Quand on me demande ce que je suis, je dis pas photographe de mariage, je dis pas photographe d'événementiel, je dis pas street photographe, je dis photographe tout court, parce que déjà, je pense que si je devais dire ce que je fais majoritairement, je photographie des événements entreprises, je photographie des gens qui font la fête. C'est un peu difficile à conceptualiser pour la plupart des gens de comprendre ce que c'est. Photographe de mariage, encore, tu t'envoies. Moi, on ne me voit pas réellement au quotidien. Et donc, je suis dans plein de sous-genres très différents, ce qui est un petit peu ton cas également. Et j'ai cette espèce de
de double, triple personnalité en permanence en ligne, plein de pages Instagram, mais est-ce que je les utilise tous? Est-ce que j'en utilise qu'une seule? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? J'ai un seul site web en ce moment, mais il y a des moments où j'en ai deux. Il y a des moments où j'en ai trois, avec en plus celui du podcast. Enfin, tout est... je ne sais jamais comment me positionner là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as réussi à solutionner? Est-ce que tu as des pages différentes pour des activités différentes? Est-ce qu'au contraire, tu mélanges tout? Parce que, tu vois, quand tu mélanges tout, il y a effectivement plein de cas de figure où on te dit que c'est trop de choses différentes et que les gens ne comprennent pas. Et puis de temps en temps, tu as une personne qui te comprend. Et cette personne-là, c'est juste ton client parfait. Est-ce que tu as déjà eu ce mélange-là? Et comment tu gères J'ai presque envie d'appeler ça des personnalités multiples, en fait, parce que c'est un peu ça, quoi. C'est ça. J'ai différentes personnalités. Alors moi, j'ai fait le choix très vite. Au départ, je faisais de la photographie de famille et de la photographie d'artisan. Et j'ai décidé assez vite de dissocier les deux comptes. Parce que les cibles étaient différentes et que je sais que plusieurs artisans me suivaient mais n'étaient absolument pas dans un désir d'enfant ou de quoi que ce soit et ils n'avaient pas du tout envie de voir des photos d'enfants toute la journée et inversement, quoique les familles aiment bien sûrement voir des photos d'artisans, mais donc j'avais décidé de dissocier comme ça. Si un artisan avait envie de voir mon boulot, il savait très vite ce qu'il pouvait voir sur ma page Insta et inversement pour une famille. Et là, encore plus avec la street photographie, donc j'ai 3 pages Insta. Ouais. J'en fais travailler surtout 2 qui sont la famille et la street, parce que c'est lourd à gérer, c'est quand même un gros travail. Mais là, encore plus avec la street, parce que d'autant plus mon traitement est complètement différent et ça se mélangerait. Pour mon esprit qui aime bien les choses bien faites, ça ne pourrait pas être possible de mélanger tout ça. Donc oui, j'ai décidé de dissocier tout ça. Après, sur mon site internet, tout est sur un seul et même site internet, dans des pages différentes. Faudrait peut-être que je me fasse un site spécial street photographie un jour. Parce qu'on est d'accord, c'est infernal en fait à gérer. Enfin, y a pas, je pense pas qu'il y ait une bonne réponse en réalité. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Mais j'arrive jamais. En fait, je fais un truc et puis je me dis non, j'aurais dû faire comme ça. Et puis en fait, je refais un deuxième truc. Et puis maintenant, en fait, c'était mieux avant. Et puis, est-ce que je fais ça sous mon vrai nom ou est-ce que je fais ça sous un autre nom? Et tu sais, en fait, moi, j'arrive pas à définir la bonne façon de faire. J'essaie de voir si quelqu'un d'autre a trouvé la bonne manière. Je sais pas si toi, tu estimes que tu as trouvé la bonne formule. Est-ce que ça tourne comme ça? Je pense qu'en tout cas pour Insta, c'est la bonne formule, parce que je me verrais pas du tout mélanger et que ça me permet aussi, par exemple dans les discussions Insta, de savoir à qui je parle et qui je suis. Ouais. Je sais que j'aime bien aller sur mon compte street pour suivre plein de photos de street et ensuite aller sur l'autre compte pour voir des photos de famille. Ça implique de bien gérer alors. Ouais, c'est une sacrée organisation. Tout à l'heure, au moment où je cherchais ton message sur Instagram pour t'envoyer le lien pour enregistrer, je me disais, merde, je l'ai appelé sur quel compte? Est-ce que c'est celui Après, ça implique aussi d'avoir Elsa Le Baratou _street, ce qui n'est pas hyper beau en termes de référencement. Mais bon. Ouais, mais bon, écoute, au moins, on peut te retrouver assez facilement. C'est vrai que ça a le mérite d'être clair au moins. Du coup, est-ce que toutes ces personnalités photographiques se complètent? Est-ce qu'il y a des passerelles entre ton travail et ta méthodologie? Ou est-ce que, par exemple, quelqu'un qui te connaît en street et qui a envie de faire des photos de famille va venir te voir parce qu'il a aimé ton travail en street et il peut avoir envie que ce soit toi qui fasses ces photos en famille? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors déjà, en fait, c'est surtout que la photo de famille, je la propose uniquement à domicile, donc en intérieur. Donc là, ça fait quand même une sacrée part des choses. Je préfère l'intérieur des gens parce que ça va raconter aussi une histoire sur leur vie de famille et puis surtout parce qu'ils sont vraiment à l'aise à l'intérieur. Les enfants ont leurs jouets, les parents ont leur café et leur canapé et ils savent où se placer assez naturellement. À l'extérieur, j'ai l'impression, j'ai testé, j'ai l'impression de devoir toujours dire aux gens, allez vous marcher de tel endroit à tel endroit. J'ai pas les photos aussi naturelles que j'aime et les gens en plus sont à Paris, ont affaire au regard des autres et donc ça donne vraiment quelque chose de beaucoup moins spontané que ce que je propose. Donc, je sais que ça fait un peu la part des choses, justement, entre mes photos qui sont en extérieur et celles en intérieur. Après, je sais que beaucoup de familles, maintenant, me suivent aussi sur mon travail de street. Et je les remercie, d'ailleurs, si un jour ils écoutent ce podcast, et qu'ils apprécient tout autant. Donc,
peut-être que c'est aussi ce qui les fait continuer à apprécier mon travail et C'est une manière de continuer à exister dans leur vie quelque peut-être, part. ouais. Ça a du sens. Ça a beaucoup, beaucoup de sens. Et dans la pratique photographique, du coup, tu les vois, les interactions ou pas? Parce que c'est pas les mêmes appareils, c'est pas les mêmes méthodes, du coup. Mais est-ce qu'il y a des choses qui passent de l'un à l'autre quand même? Clairement, je pense ne pas du tout changer de personnalité. Quand je suis chez les gens, je fais ça en toute bienveillance avec le sourire et dans la rue, c'est vraiment la même chose. Je crois que je passe beaucoup de temps dans la rue à discuter avec les gens. Je suis pas dans une pratique solo. Les gens soit viennent me parler, soit c'est moi qui vais leur parler pour leur expliquer ce que je suis en train de faire. Parce que souvent, je vois des regards interrogateurs, pas forcément méchants. Et je préfère leur dire, en fait, je fais des photos de rue. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mon site. Et ça crée une conversation et je trouve ça toujours chouette. Donc, non, la photo me permet de faire du lien, en fait. Ouais. Quelque part, c'est ton mode de contact avec les gens? Ouais, clairement. D'accord. Clairement. Ok. On va aller dans un domaine un petit peu différent maintenant. Tu l'as dit un petit peu plus tôt dans le podcast. Tu as démarré dans la vidéo plutôt que dans la photo. Et ça m'a fait... Alors, on va parler du storytelling du coup dans cette partie. Mais avant, je voudrais qu'on voit je voudrais te poser une question qui est: pourquoi est-ce que tu es passé à l'image fixe à une époque où la vidéo est clairement plus porteuse? Je te donne cet exemple de Street Photo France qui est devenu Spot, qui marchait bien avant la chaîne YouTube, mais qui a vraiment explosé avec la chaîne YouTube. Je pense que si tu prends les abonnés au Discord avant et après, ça a été... il me semble qu'avant, on devait être 300. Maintenant, il y a 2000 personnes. Pourquoi est-ce que tu as mis totalement de côté la vidéo alors qu'en fait, tu pourrais cartonner en faisant de la street en vidéo, même si je sais que c'est difficile de faire des bonnes photos en se filmant. Je pense qu'il n'y a rien de plus compliqué en fait que ça, mais tu aurais largement pu en faire quelque chose, non? Ouais, c'est possible. Je fais complètement les choses à contre-cours. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Non. En tout cas, moi je suis très contente de ce choix. J'ai fait 12 ans, je crois, 12-13 ans de montage dans la télé et dans le cinéma. Et j'ai appris plein de choses, j'ai adoré ça. Mais quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte déjà que le rythme était fatigant et pas du tout adapté à une vie de maman. Et c'est ça un peu qui m'a fait transitionner vers autre chose. Et vu que je faisais de la vidéo, je filmais aussi ma fille et mes amis m'ont dit « mais c'est ça que tu dois proposer aux gens, propose de faire des films de famille ». Et donc j'ai commencé ma reconversion en proposant des films de famille et pas de la photo. Sauf que j'ai commencé ça à l'époque où Instagram ne proposait aucune vidéo. Et donc c'était très très dur de faire la promotion de ce service sans pouvoir faire de vidéos sur Instagram, là où étaient la plupart d'entre elles. Et vu que je postais des photos, les familles m'ont contacté pour leur faire des photos. Et petit à petit, j'ai découvert un nouveau métier. Et je suis tombée dedans complètement. En fait, j'ai trouvé ça encore plus chouette de pouvoir raconter une histoire en figeant un seul instant. Enfin, j'ai trouvé que le défi était encore plus grand. Et peut-être le fait de me réinventer m'a encore plus plu. Finalement. Du coup, qu'est-ce que tu as appris, puisque en plus tu as littéralement, réellement démarré en vidéo ton activité de photographe de famille. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris en vidéo qui te sert en photo aujourd'hui? De par le montage, j'ai appris le tri. En montage, il faut faire des choix, il faut virer des séquences. C'est le truc le plus important. C'est vraiment, je sais que je suis ultra efficace là-dessus, que ce soit pour mes séances photo famille et tout, je fais un tri hyper radical très vite. Donc ça, je sais que ça me sert énormément. Je pense aussi que quand même toutes mes études dans l'image, que ce soit d'analyse de film ou de quoi que ce soit, ou de composition, de plans, m'ont aussi énormément aidé dans la composition de mes propres images. Et puis oui, justement, le fait que quand on fait un film, on raconte une histoire, je pense que ça doit influencer sur le fait que mes images ont besoin de raconter une histoire. Je réalise en t'écoutant un truc, c'est qu'effectivement, dans le film, quand tu tries tes plans, en fait, contrairement à la photo, quand tu rends un album et que tu sais pas forcément trier correctement,
Dans un film, si tu mets des photos superflues, si tu mets des plans superflus, ils te pourrissent ton film et il n'a plus aucun sens. Alors qu'en photo, tu peux te dire, bon allez, je leur en mets 2. C'est pas grave. Je leur en mets 3, je leur en mets 10. C'est pas grave. Ils auront des doublons. Eh Celle-là, ben, elle sera en noir et pas blanc. tant que ça. Moi, Ah je ouais trouve que justement, mes clients, quand je fais des séances photo-famille, j'essaye aussi de pas mettre trop de photos parce qu'à partir du moment où il y a des doublons, je sens que peut y avoir une sorte de « Ah, ben c'est un peu la même » et un Ouais. peu de déception. Alors que si je livre 50 photos parfaites, je trouve ça Ah, beaucoup mais plus efficace que c'est ce que... T'as pas compris, 60... je dis la Ah, même pardon, chose que alors j'ai toi. mal Non, compris. Excuse-moi. j'ai dit la même chose que toi, t'as cru que je disais l'inverse. Mais en fait, c'est vrai qu'en photo, quand tu sais pas forcément bien trier, tu as cette tendance à dire c'est pas grave, je leur en mets 10 de plus. Au contraire, ce sera du bonus sans te rendre compte qu'en fait, tu butes ton album en faisant ça. Complètement. Je pense qu'en fait, on réduit trop souvent la photo à la technique photo de bien exposer et pas assez à l'histoire, justement. Ce qui est un truc que ton parcours, toi, t'as appris à faire correctement dès le démarrage. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai l'impression que tu as démarré assez rapidement, quelque part, et que tes photos fonctionnent vraiment bien. C'est que tu as compris avant la technique photo l'importance que ta photo raconte quelque chose et qu'après, la technique se met au service de ça, en fait, non ? Oui, complètement. Complètement. Je sais pas si je suis clair dans la manière de le dire. Si, t'as raison. Et en plus, ma technique photo est pas tout le temps parfaite, hein. J'ai des fois des photos où le point est pas exactement où il faut et où ma vitesse est pas carrée. Mais clairement, le sujet prime. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Du coup, on va revenir au storytelling. En fait, je l'ai gardé ici parce que je pense vraiment que la raison pour laquelle tu es aussi forte en storytelling, c'est peut-être justement que tu as dû apprendre dans la vidéo, en fait, ce qui fait une histoire, non ? Peut-être, c'est une analyse à faire. Toi, tu faisais pas de captation en vidéo, si t'en faisais quand même un peu, ou tu faisais que le montage ? J'ai testé. Moi, j'étais plus celle qui pestait sur les gens qui faisaient de la captation parce qu'ils n'avaient pas pris ce qu'il fallait. Donc, mais du coup, ça t'apprend aussi à composer avec mais ce que t'as. clairement, ça apprend à savoir ce qu'on a besoin quand on fait un tournage. J'en ai fait, hein, mais j'étais beaucoup plus forte en montage. Mais oui, j'ai besoin que mes images racontent même une mini scénette, même un petit truc, mais que si encore plus l'image peut faire sourire, je suis ravie. Mais tu le ressens à ta prise de vue, ça ? Tu sais que tu as besoin de telle image et que si tu l'as pas, ça va être vachement moins fort ou Je le ressens quand, des fois, je vais tester des photos et je vais me dire, mais en fait, il manque clairement un truc. Donc, elles sont belles. Il y a des photos qui sont juste jolies, mais il n'y a pas tout un imaginaire derrière et c'est en ça où elles vont pas être dans mon top, quoi. Donc tu progresses au tri, en fait, quelque part. Ouais. C'est sûrement. ce qu'on oublie souvent. C'est un grand défaut que j'ai eu dans mes débuts, que j'ai encore parfois par moment. Je fais plein de photos, je les mets de côté et j'y vais pas avant un bon moment et des fois je les regarde pas vraiment. Et tu sais, je suis plus dans l'action d'aller faire les photos que de les trier, de les publier. Moi, elles sont triées le soir même. Il faut pas. Alors, si tu les tries pas le soir même, je peux te dire que tu as 99% de chances qu'elles soient pas triées l'année d'après, quoi. Donc j'en ai une tapée dans l'ordinateur. J'ai 4 Tera dans mon ordinateur et il dégueule en permanence parce que justement je ne fais pas ce tri-là, ce qui est une erreur phénoménale. Mais je trie également au clic, hein. Que ce soit en séance photo ou dans la rue, j'économise mes clics. Je sais que je vais déclencher que quand je le sens. Mais surtout dans la rue ou quand tu fais tes tests en attendant que la bonne personne passe, tu peux vite faire 30, 40, 50 photos. Peut-être pas autant, ouais. Mais là, non, je vais vraiment attendre que ce soit le bon moment. Et pareil, en séance photo-famille, je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui aiment cliquer tout le temps parce qu'ils n'aiment pas le vide avec leurs clients. Moi, je profite de ce moment-là pour discuter avec eux, jouer avec les enfants et tout. C'est une très bonne manière de l'expliquer, la maladie du clic, de ne pas aimer le vide. Ouais. Moi, je le justifie en disant que j'ai peur de rater quelque chose, mais la réalité, c'est que quand tu prends ton temps, tu fais des vachement plus belles photos. Ouais, clairement. Après, je loupe aussi des choses. Il y a plein de fois où je me dis, mais... Je pense que c'est une constante de tous les événements, c'est que tu rates beaucoup plus de choses que tu en réussis en réalité. C'est contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait, moi, je dis souvent à mes clients,
ma journée de photographie pour vous va être une journée de beaucoup d'échecs et de peu de réussites. Et c'est quelque chose que je vois moi au quotidien, c'est toutes les photos que je rate en fait au fur et à mesure, qu'il faut pas regretter parce que ça sert à rien. Mais je pense que tu rates infiniment plus de choses que tu en réussis, en vrai. Notamment en street photographie. Ouais, encore plus. Faut accepter aussi d'avoir fait juste une image mentale. Et qu'elle restera que pour soi. Parfois, mais j'aime bien l'idée que aussi le tri est peut-être la partie la plus importante, y compris le tri que tu fais au moment de la prise de vue. Ça, c'est peut-être ce que moi je vais garder. Je sais pas ce que les gens vont garder de l'épisode, mais je pense que si je garde un truc de cet épisode, moi c'est ça. C'est que justement il faut peut-être que je sois un peu plus rigoureux au moment de la prise de vue. On termine toujours cette partie en parlant d'une photo en particulier. Alors j'aurais pu sur cette thématique prendre à peu près n'importe laquelle de tes photos parce qu'il y a toujours, je pense, une histoire à raconter, mais il y en a une qui m'a interpellé plus que les autres parce que c'est un peu une obsession personnelle, c'est les passages piétons. Et toi, tu as fait une photo d'un pull à ligne sur un passage piéton qui est absolument parfaite. Et du coup, ça va être celle-là dont on va parler. Donc pour la décrire aux gens, si tu es d'accord, on la mettra dans les notes d'épisode pour qu'ils la voient. Mais c'est une dame qui traverse un passage piéton avec un pull à rayures colorées. Et les rayures sont globalement plutôt très bien alignées sur le passage piéton. Et la photo est absolument géniale. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu le cheminement qui t'a amené à faire cette image-là. Parce qu'encore une fois, je n'arrive pas à imaginer que tu es là et juste elle passe devant toi, en fait. Non. Et là, j'avais pas admiré un passage piéton en le trouvant très beau et attendre une personne qui passe. Ça m'étonnait aussi. Là, en effet, c'est la veste qui m'a interpellée. D'ailleurs, c'est souvent... mes passants sont souvent des anonymes. Je ne suis pas forcément intéressée par les personnes qu'ils sont, mais ils sont des passants dans un décor et j'aime le dialogue qui peut se faire entre le passant et le décor. Et donc là, cette dame est passée devant moi et a traversé le passage piéton devant moi. Et donc, j'ai eu le temps de sortir, de déclencher et ça n'a rien donné. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas trop grave, il y a un passage piéton un peu plus tard. Je vais la prendre sur le second passage piéton. Sauf que, comme tu vois, elle a une canne et elle marchait à 2 à l'heure. Mais vraiment à 2 à l'heure. Donc, je l'ai suivie très lentement jusqu'au prochain passage piéton en essayant de trouver un angle qui puisse marcher. Et ça ne marchait absolument pas non plus au deuxième passage piéton. Je voulais juste au moins une bande qui s'aligne avec l'autre. Et ça n'a pas du tout marché. Donc, je l'ai dépassée parce que je me suis dit que je n'allais pas suivre une vieille dame pendant très longtemps. Et je suis allée faire des photos ailleurs. J'ai continué dans le quartier à essayer de faire d'autres photos. Et je la recroise toujours dans cette rue, je pense un quart d'heure plus tard. Et je la vois qu'il va faire encore un passage piéton. Je suis allez, on retente. Et là, bingo. Donc, tu as insisté. En même temps, tu as lâché prise aussi à un moment. C'est ça. Et des fois, il faut savoir un peu abandonner une idée pour qu'elle te retombe dessus un petit peu plus loin. Exactement. C'est fort. Elle est extraordinaire, cette photo. Elle est extraordinaire. Franchement, je suis... Mais là, pour le coup, il y a aussi la part chance qui fait que ça s'aligne avec 2 rayures aussi. Ouais, non, mais c'est ça. En plus, les rayures blanches, elles sont parfaites. Elles sont parfaitement. Mais du coup, ça te donne même l'impression que les autres sont pile alignées alors qu'elles ne sont pas parfaitement. Mais... Attends, je la regarde en même temps. Ouais, je ne l'ai pas devant moi, mais je sais plus. Quelque part, si elles sont quand même globalement, elle fonctionne. Elle est magnifique, cette photo. Elle est magnifique, franchement, bravo. C'est encore une fois, je sais que j'adore une photo au fait que je suis un peu jaloux et que j'aurais bien aimé la faire. je fonctionne un peu pareil. Et c'est plutôt bon signe. Franchement, elle est extraordinaire. Bravo, parce que moi, ça fait longtemps que j'essaie d'en sortir une, ne serait-ce que potable, et je suis encore très, 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 très loin de ça. On va arriver à la conclusion de l'épisode. Oui. Quel est le pire moment de ta carrière ? Le pire moment de ma carrière, alors là, c'était en séance photo famille. Ça faisait 3 quarts d'heure que je faisais une séance photo et d'un seul coup, mon appareil s'est arrêté tout seul. J'ai eu beau changer la batterie, l'éteindre, le rallumer, changer la carte, rien du tout ne fonctionnait et c'est vraiment une panne, erreur interne. Ouais. Et je me suis liquéfiée devant mes clients, j'étais pas bien du tout. T'avais un deuxième appareil ou pas ? Non. Ouf. C'était alors pas dans mes débuts, mais ouais, en effet, j'avais pas encore de deuxième appareil. Donc juste après ça, j'en ai acheté un deuxième.
Bon, bien sûr, j'ai fait un geste commercial pour ces clients qui ont été adorables. Depuis, on a fait 4 séances photos ensemble, donc ils m'en tiennent absolument pas rigueur. C'est des amours. Mais moi, pour moi, ça a été très, très dur. C'est horrible quand ça t'arrive, un truc comme ça. Ouais. Mais tu vois, ça montre aussi un autre truc, c'est que la bonne question quand quelque chose ne va pas avec les clients, c'est comment j'arrange les choses. Parce que clairement. ta manière de gérer, c'est ça le professionnel. C'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. En fait, mon opinion là-dessus, c'est que c'est ça le vrai pro. Effectivement, tu vois, t'as quand même réussi à rattraper le coup assez bien, juste en demandant comment arranger. T'as fait un geste commercial en étant à l'écoute, en fait. Ça, à la fin, on en revient toujours à ça, en fait. C'est discuter avec les gens, c'est le dialogue. Ouais, bien sûr. Puis heureusement, dans les 3/4 d'heure, j'avais assez de photos à leur proposer pour qu'ils puissent faire un choix et tout. Sinon, j'y serais retournée. Mais oui, clairement, c'est le dialogue. C'est le dialogue qui fait tout, que ce soit au boulot, que dans la famille, que... À tous les niveaux. Partout. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière ? Alors ça, j'ai même pas réfléchi. Qu'est-ce qui pourrait être le meilleur moment ? Là, je suis en train de passer un bon moment. On est quand même loin du meilleur, non ? Non, je sais que j'ai eu une belle fierté quand j'ai eu ma première publication dans Réponse Photo. Peut-être qu'il est à venir, ce meilleur moment. Il est toujours à venir, ce meilleur moment. La meilleure photo est toujours à venir, de toute façon. Voilà. Toutes les autres sont dans le passé. Il y a une joie à les regarder, mais c'est la joie de les regarder. Est-ce que c'est quelque chose de comparable à la joie de les faire ? Ouais, clairement, ça c'est des petits moments, mais qu'est-ce que c'est bon quand on fait la photo, qu'on sait qu'on la tient et tout. La photo que j'ai en image de profil, qui est la dame aux couleurs du métro, c'est la première photo que j'ai fait en street qui m'a vraiment foutu les poils. Pourtant, j'en avais essayé plein d'autres avant, mais celle-là, je me suis dit, ok, je tiens un truc et je peux en faire d'autres comme ça. Donc, ouais, clairement, ça, c'est des petits moments de bonheur et j'espère en avoir encore plein d'autres. En avoir plein de petits plutôt qu'un très grand. Peut-être que c'est ça qui fait continuer. En tout cas, t'as le sourire, ça a l'air de fonctionner. On arrive à la toute dernière question de l'épisode. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Alors, vu que tu me poses la question et que tu as déjà interviewé des très grands photographes, j'ose le nom de Charlotte Abramov, qui est une super photographe qui fait plus de la photo de mode, je dirais, et de la photo d'artiste, et qui est très engagée, qui est féministe, qui raconte aussi des vraies histoires dans ses photos. Donc, si jamais tu arrives à l'avoir à ton micro, je serais ravie. Je vais tenter, je vais lancer une bouteille à la mer, on va voir si ça peut. Étonnamment, souvent, quand je me suis retrouvé face à des noms très intimidants, ça a été les gens les plus faciles à joindre, étonnamment. Donc, comme quoi, finalement, ça arrive. Donc, je le note, hein, et puis j'espère avoir la joie de t'envoyer un petit message pour te dire « Youhou, je l'ai !» très prochainement. Et écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de faire une sortie street un jour ensemble, parce que j'aimerais vraiment voir comment ça se passe en vrai. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà fait avec d'autres personnes que j'ai interviewées. Discuter et voir, t'as une notion quand tu discutes, mais voir les gens, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil à donner à tous les auditeurs qui voudraient progresser, trouvez des gens qui sont meilleurs que vous et regardez comment ils font. C'est absolument dingue ce qu'on peut apprendre en peu de temps, juste en observant un petit peu comment ça se passe. Donc j'espère qu'un jour on aura l'occasion. J'appellerai Omar aussi si tu veux, comme ça on se fera une petite équipe. Alors j'ai une petite équipe, moi, que j'aime beaucoup, avec Omar, Fabien Ecochard, Émilie Verneret et Aurélien Longo. J'allais proposer Omar et Fabien, que je connais bien. Donc voilà, écoute, peut-être ce sera l'occasion de rencontrer aussi les deux autres à ce moment-là et puis de faire des contacts. Il me reste à te remercier de nous avoir ouvert ton œil aujourd'hui. C'était une conversation très intéressante. Et puis j'espère. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à se voir en vrai, mais bon, on a tous les deux des emplois du temps absolument de maniaques. Ça s'appelle le mois de juin à Paris, mais ça n'est que partie remise. Avec plaisir. Merci beaucoup, Elsa. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr et aussi nous rejoindre sur le tout nouveau serveur Discord dans l'œil du photographe. L'adresse est sur le site web. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.